Bonjour et bienvenue sur Renaud Roussel Nutrition pour ce podcast numéro 12, première partie d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, intitulé « Les virus, ces tueurs silencieux ». Vous verrez que le mot tueur n'est aucunement surfait, qu'il est parfaitement adapté aux familles de virus abordées ici et que le titre de ce podcast n'est le reflet d'aucun prosélytisme usant d'un abus de langage, mais le reflet d'une réalité physiologique ô combien établie. Nous allons donc parler de ces tueurs silencieux de notre métabolisme, de leur mode d'insertion à notre propre génome, de leurs nombreux méfaits, de leur mode de réactivation et nous verrons en fin de la seconde partie comment contrôler le pilier viral de la santé, car qui ne contrôle pas parfaitement ce pilier essentiel ne peut prétendre ni à conserver ni à retrouver une santé optimale. Lorsque l'on parle de microbiote ou de flore, on parle essentiellement de bactéries, de biose ou de dysbiose, de biofilms sains ou de biofilms pathogènes, de flore riche ou de flore pauvre, de maladies inflammatoires de l'intestin ou de perméabilité intestinale corrélée à une flore agressive. Lorsque l'on parle de microbiote, on parle d'entérotypes définis en fonction de la prédominance de telle ou telle famille bactérienne. On parle également de microbiote fongique ou mycobiote, celui-ci étant fortement corrélé au microbiote bactérien et dépendant de celui-ci. Je rappelle au passage que Candida albicans est toujours associé à une flore pauvre et que ce champignon ne peut ni s'installer ni s'exprimer au sein d'une flore riche. Ce qui veut dire que pour traiter une candidose, il ne sert à rien de s'attaquer au champignon lui-même car au sein d'une flore pauvre, vous n'en viendrez jamais à bout. Il convient donc d'enrichir la flore, de l'équilibrer et à cette condition, Candida albicans disparaîtra systématiquement étant parfaitement contrôlé par une flore riche, un environnement au sein duquel il n'a aucune chance de pouvoir s'exprimer. Le podcast numéro 9 est consacré à l'explication de ce que signifie flore pauvre, flore riche. Une flore riche est gage d'une bonne autophagie et Candida albicans ne résiste pas à une bonne autophagie. L'autophagie est une fonction génétique extrêmement efficace permettant aux cellules de s'auto-nettoyer des nombreux éléments toxiques métaboliques, bactériens, viraux et fongiques. Pour les détails sur cette fonction, vous pouvez vous reporter au podcast numéro 3. Ce qui est fortement déplorable lorsque l'on parle de microbiote, c'est que l'on oublie invariablement de parler du microbiote viral ou virobiote, alors que les virus sont fortement présents dans notre organisme, ils sont partout en nous, y compris dans notre tube digestif, de la porte d'entrée à la porte de sortie. Au sein de notre microbiote digestif, les virus sont même beaucoup plus nombreux que les bactéries si l'on prend en compte les phages, ou plus exactement les bactériophages, ces petits virus spécifiques hôtes des bactéries qui sont leur arme de destruction massive dans leur combat contre les bactéries concurrentes. Un microbiote déréglé est responsable de 90% des maladies chroniques modernes, mais si le microbiote bactérien, par un phénomène de pullulation, gavé de nourriture et donc bourré d'énergie, est effectivement coupable de ce fléau planétaire grandissant, les virus pathogènes en sont bien souvent responsables. J'ai l'habitude de dire que les virus pathogènes sont les gangsters responsables de nos maux et que les bactéries sont leurs complices. S'attaquer aux complices dans la lutte contre le mal est essentiel, évidemment, car les gangsters s'expriment d'autant plus facilement qu'un terrain propice à leur expression est installé par une flore pauvre et inflammatoire, mais s'attaquer aux gangsters eux-mêmes, j'entends les virus pathogènes, est absolument fondamental si l'on veut remédier à la cause profonde des très nombreuses maladies chroniques qui gâchent la vie de millions de patients, notamment les maladies auto-immunes, dégénératives et les cancers. Contrôler le pilier bactérien est effectivement essentiel pour notre santé, mais contrôler le pilier viral est capital. Et pourtant, ce dernier, le plus important donc, est de loin le moins considéré par la médecine générale. Le contrôle des virus pathogènes et particulièrement des virus neurotropes, n'est pas un sujet qui intéresse les médecins. Ils les connaissent certes, mais assez superficiellement. Ils sont peu formés sur leur mode de fonctionnement et moins encore sur les processus de réactivation et de prolifération. Un virus neurotrope est un virus qui présente une grande affinité avec le nerf et le cerveau. Il infecte les neurones, s'y installe et y crée de gros dégâts de manière parfois chronique. Nous en reparlerons. Un virus neurotrope non contrôlé, ça déconstruit l'âme, ça détruit ce que l'on est.
Lorsque je demande une sérologie antivirale bien déterminée aux personnes qui souhaitent me consulter afin d'évaluer leur immunocompétence et les taux d'anticorps concernant deux grands gangsters de notre santé que sont Epstein-Barr virus et cytomégalovirus, deux virus fortement neurotropes de la grande famille des herpesvirus qu'il convient impérativement de contrôler sur le plan immunitaire tant ces deux grands méchants sont dans quasiment tous les mauvais coups et nous en reparlerons. Ces personnes reçoivent souvent ce type de réponse péremptoire de la part de leur médecin traitant. Mais pourquoi faire? De toute façon, contre les virus, il n'y a pas de traitement, c'est l'immunité qui s'en occupe. Ce qui est tout à fait déplorable, car en premier lieu, il existe des traitements efficaces contre les virus, fort heureusement, et en second lieu, car des millions de personnes voient leur vie gâchée parfois depuis des décennies par des virus mal contrôlés par leur système immunitaire, notamment les herpesvirus, errent de médecin en médecin afin de trouver une explication à leur souffrance et se voient intimer trop souvent, en guise de non-recevoir, cette conclusion blessante. Tout ça, c'est dans votre tête. Certains virus, surtout neurotropes, sont des champions du monde du camouflage, de l'échappement et de l'épuisement immunitaire, comme nous allons le voir, et comme ils sont les parents pauvres de la pensée médicale, ils se dérobent ainsi à toute réflexion constructive visant une recherche de causalité de nombreux maux métaboliques. Pour une meilleure compréhension des virus d'une manière globale, un peu d'histoire de la biologie s'impose. Les virus comptent parmi les premiers éléments du vivant sur Terre. Ils sont issus, il y a près de 4 milliards d'années, d'un bain de composés organiques essentiels à l'apparition de la vie, que l'on appelle soupe primordiale, et certains d'entre eux ont participé activement à la longue évolution de la diversité et des processus d'adaptation des espèces animales. Il ne peut exister aucune vie sur Terre sans bactéries, il ne peut exister aucune vie animale sans virus. Mais comprenons bien qu'il y a virus et virus. Certains virus sont bénéfiques et ont permis à notre longue lignée phylogénétique animale une saine évolution. D'autres virus, les petits virus appelés phages ou bactériophages que nous avons déjà évoqués, hôtes de nos propres bactéries, nous aident à lutter contre les bactéries pathogènes qui peuvent nous nuire au point que la science travaille d'arrache-pied à en faire les antibiotiques du futur. Et puis, il y a des virus au comportement parasitaire et infectieux qui nous posent de sérieux problèmes immunitaires, nous infectent à vie et qui peuvent induire à la moindre occasion un grand nombre de maladies chroniques extrêmement pénibles, voire létales. SARS-CoV-2, le virus de la Covid, hautement neurotrope, est le petit nouveau qui est venu s'ajouter récemment aux autres. J'ai cité plus haut les maladies auto-immunes et les cancers causés par les virus pathogènes. Nous pouvons ajouter le syndrome de fatigue chronique, une réactivation virale ou une chronicité, ça épuise. Nous pouvons également ajouter la fibromyalgie et les maladies inflammatoires de l'intestin. Les virus pathogènes comme SARS-CoV-2, Epstein-Barr virus et cytomégalovirus adorent créer des niches dans nos intestins dans lesquelles ils peuvent se réactiver à la moindre occasion et se diffuser dans l'organisme à partir de ces niches douillettes. Il faut bien comprendre qu'une flore pauvre, inflammatoire, une dysbiose, est un terrain rêvé pour les virus pathogènes, l'inflammation chronique étant leur terrain de prédilection. Notre organisme n'est pas dupe. Il sait très bien faire la différence entre les différentes formes de virus dont il est l'hôte, heureux ou malheureux, et sait qui il peut laisser agir et qui il doit combattre. Premièrement, il possède et conserve intégrés à son propre génome des gènes viraux qui ont permis à ses lointains ancêtres de bénéficier de processus d'adaptation et d'évolution. La science essaie d'ailleurs de déterminer si ces gènes viraux continuent ou non à participer à notre évolution aujourd'hui encore. Deuxièmement, il laisse les phages des bonnes bactéries agir pour lui contre les phages des mauvaises bactéries, comme Campylobacter par exemple, tout en luttant lui-même par le biais de son système immunitaire contre ces bactéries hautement pathogènes. Et troisièmement, il possède des moyens physiologiques très efficaces par le biais de différents récepteurs cellulaires, notamment de la famille des Toll-like récepteurs, qui lui permettent de détecter les virus pathogènes et de lancer à leur encontre les processus immunitaires nécessaires fort efficaces.
C'est à cette catégorie de virus, les virus pathogènes, que ce podcast est dédié. Mais auparavant, finissons-en avec cette longue introduction. Les virus sont des éléments difficilement définissables au comportement parasitaire qui ont besoin d'intégrer une cellule afin d'en utiliser la machinerie de fabrication de protéines et d'énergie pour pouvoir se répliquer. Certains d'entre eux, nous l'avons évoqué, ont même eu cette ingénieuse capacité à dépasser le simple parasitisme et qui consiste à vivre aux dépens d'un autre et se sont intégrés à l'ADN de l'autre pour s'y installer définitivement, pour agir en symbiose avec son génome et donc d'être utiles à l'autre afin que celui-ci l'accepte. Les virus qui ont cette capacité sont des rétrovirus et au cours de l'évolution, il y a environ 150 millions d'années, certains d'entre eux ont infecté les mammifères par vagues successives et ont contaminé les cellules reproductrices responsables de la production du sperme et des œufs afin que leur ADN s'insère dans le génome héréditaire de l'hôte et soit ainsi reproduit de génération en génération. Ces rétrovirus internalisés sont devenus des virus endogènes, c'est-à-dire des virus qui font partie de nous. Les scientifiques ont découvert que cette insertion de gènes viraux au génome animal a permis aux mammifères une avancée capitale, celle de conserver en eux leur progéniture en gestation pour faciliter leur déplacement. Cette avancée capitale serait tout simplement à l'origine de l'apparition du placenta, rien que ça. Il y a toujours aujourd'hui des rétrovirus endogènes humains en grand nombre dans le placenta, au sein duquel ils jouent un rôle crucial dans le développement de l'embryon et dans le processus immunitaire visant à le protéger des éléments pathogènes, virus y compris. Les scientifiques estiment qu'environ 8% de l'ADN humain est d'origine virale, ce qui est considérable. Mais nous verrons dans la seconde partie de ce podcast consacré au virus que finalement un virus reste un virus et que ces rétrovirus, bien que parfaitement intégrés, parfaitement maîtrisés par les défenses immunitaires de leurs hôtes au fil de l'évolution et qui ne produisent aujourd'hui plus aucune protéine capable de nuire, peuvent toutefois, dans des conditions bien particulières, en recevant des stimuli bien précis, sortir de leur état de sommeil immémorial, se rappeler qu'ils ont conservé en eux un fonctionnement qui leur est propre et se mettre à produire à nouveau des protéines néfastes pour notre santé métabolique. Cette longue introduction était nécessaire pour comprendre que certains virus sont intégrés à notre propre génome depuis la nuit des temps à des fins utiles, que d'autres sont intégrés aux bactéries et participent à la lutte pour la survie de leur hôte contre les bactéries ennemies, et que d'autres, fortement pathogènes, ont un aspect parasitaire et infectieux qui leur permet d'exister et de se répliquer dans le but de survivre au sein des espèces contaminées et peuvent nous poser, à nous humains, de sérieux problèmes de santé. Cette introduction était nécessaire pour comprendre que les virus existent depuis des milliards d'années, c'est-à-dire bien avant que la vie animale complexe n'existe, bien avant que les mammifères n'existent, bien avant que les espèces humaines n'apparaissent et bien avant que nous, Homo sapiens, n'apparaissions il y a environ 300 000 ans. Cette énorme avance sur nous a conféré au virus une phénoménale expérience d'adaptation et a permis aux virus qui nous sont problématiques d'élaborer des techniques d'échappement immunitaire extrêmement fines. Les scientifiques ont découvert que le dernier ancêtre commun à toutes les espèces vivantes, nommé LUCA, L-U-C-A, pour Last Universal Common Ancestor, qui remonte à environ 3,5 millions d'années, était déjà infecté par les virus parasitaires dits à ADN double brin, et que parmi ces derniers, l'ancêtre du virus de l'herpès actuel, celui que vous connaissez bien aujourd'hui nommé herpès simplex 1, responsable du fameux bouton de fièvre, infectait déjà le plancton il y a plus de 2 milliards d'années. Nous allons voir que cette grande famille des herpesvirus est notre gros problème. Nous allons voir qu'Homo sapiens, bien que doté d'un puissant système immunitaire lui permettant de garder le contrôle de ces gangsters surpuissants,
peut être mise en danger dès lors qu'un grain de sable vient enrayer les rouages de son merveilleux fonctionnement métabolique et permettre à ces malfaiteurs de lui empoisonner la vie, jusqu'à parfois déclencher des maladies létales. Et ce grain de sable, eh bien, c'est très souvent un microbiote déréglé, une dysbiose, c'est-à-dire les bactéries complices, celles d'une flore pauvre. Homo sapiens est fort et fragile à la fois, invulnérable lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens métaboliques et vulnérable dès lors que des éléments délétères incongrus viennent compromettre sa puissance immunitaire, notamment des éléments environnementaux toxiques, de nombreux traitements médicamenteux et de plus en plus un microbiote bactérien déséquilibré en raison d'une alimentation contre nature, donc contraire à la raison, un microbiote dénaturé qui est passé du statut de protecteur à celui de complice des gangsters. Comprenez bien que négliger les virus pathogènes, et particulièrement ceux de la famille des herpesvirus, est une grossière erreur. Négliger Epstein-Barr virus, EBV, cytomégalovirus, CMV, herpes simplex 1, HSV1, herpès virus humain type 6 HHV6, pour ne citer que 4 virus de la famille des herpès virus, et Coxsackie-virus, pour en citer au moins un autre d'une autre famille, est une énorme erreur. Parlons un peu du plus complexe des herpès virus, j'ai nommé EBV, le spécialiste des maladies auto-immunes et de la fatigue chronique. EBV est bien connu pour la mononucléose, l'angine, l'hépatite, les lymphomes par exemple, mais aussi pour sa causalité dans la sclérose en plaques depuis 40 ans. J'ouvre une parenthèse en passant. Les études sur les virus neurotropes ont été relancées durant la crise Covid. SARS-CoV-2, le virus de la Covid, puissant neurotrope s'il en est, a rappelé aux scientifiques du monde entier ce que l'on savait depuis longtemps également. J'entends que les virus neurotropes se réactivent les uns les autres. Durant cette crise et aujourd'hui encore, on constate de plus en plus la réactivation des herpès-virus par SARS-CoV-2, EBV notamment. Derrière un Covid long, il y a toujours un ou plusieurs herpès virus réactivés, notamment EBV. Qui vérifie? Qui traite? Je pose la question. Derrière une myocardite ou une péricardite, il y a quasiment toujours EBV, d'une primo-infection ou d'une réactivation. On sait que SARS-CoV-2 a le don de réactiver EBV, et EBV, c'est le champion du monde de la myocardite. Je referme la parenthèse et reviens à EBV et les maladies auto-immunes en général et la sclérose en plaques en particulier. Les études récentes, 2023-2024, démontrent que EBV est la causalité à 100% de la sclérose en plaques. 100%. Les études concluent que EBV est le facteur déterminant de la sclérose en plaques, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de sclérose en plaques sans EBV. C'est énorme. Mais comme EBV contamine 95% de la population et que fort heureusement 95% de la population ne développe pas de sclérose en plaques, EBV est le facteur déterminant, certes, mais non suffisant. Ce qui veut dire qu'il faut des cofacteurs. Et ces cofacteurs peuvent être la prédisposition génétique évidemment, d'autres virus comme HHV6, vous savez, HHV6 c'est la roséole, et HHV3, le virus de la varicelle zona, mais aussi les facteurs environnementaux et une flore bactérienne complice. On en revient toujours aux complices nécessaires aux gangsters. EBV, c'est également d'autres maladies neurodégénératives, mais aussi le lupus érythémateux, la polyarthrite rhumatoïde, avec la bactérie buccale complice Agregatibacter actinomycetem comitans, très joli nom, et autres comparses, la maladie de Berger, le diabète de type 1, la thyroïdite d'Hashimoto, le syndrome de Gougerot-Schrögren, la maladie cœliaque, la dermatite herpétiforme, souvent associée à la maladie cœliaque, le pemphigus vulgaire, souvent associé à la maladie cœliaque également, etc. La liste est longue. Quel est le pourcentage de causalité de BV pour ces maladies? On ne sait pas exactement, on sait juste qu'il est très élevé et qu'il y a aussi d'autres facteurs possibles, donc d'autres herpès virus notamment. On n'a rarement qu'un seul herpès virus et le cumul est extrêmement dangereux et bien sûr il y a toujours une flore complice. La forte synergie EBV-flore Prevotella par exemple est bien connue dans le lymphome de Burkitt. Car n'oublions pas que EBV, c'est aussi de nombreux cancers. Les lymphomes, le myélome, le cancer du nasopharynx,
nasopharynx, la causalité estimée est à 100%, le cancer de l'estomac, 70%, le cancer du sein, 25%, 74% pour HPV, papillomavirus, etc. Le cancer de l'estomac, c'est effectivement EBV, Helicobacter pylori étant la bactérie complice par synergie inflammatoire lorsqu'elle est fort présente. Mais ce n'est pas Helicobacter pylori qui est la cause du cancer de l'estomac, c'est EBV. Helicobacter pylori a une conséquence assez inédite, la science l'a découvert et le démontre parfaitement. Helicobacter pylori, cette bactérie interdit l'installation de la flore propice à la sclérose en plaques et à la maladie de Crohn. C'est très intéressant. Vous avez un EBV non contrôlé, ce qui est un fort risque de sclérose en plaques. Vous avez Helicobacter pylori associé. Cette bactérie vous protège de la sclérose en plaques. Éradiquer Helicobacter pylori est donc une énorme erreur, car éradiquer le protecteur expose à la sclérose en plaques ou à la maladie de Crohn. Donc, Helicobacter pylori, on la contrôle pour qu'elle ne devienne pas inflammatoire. Ce n'est pas très compliqué. Il existe des moyens naturels et très efficaces, mais on ne l'éradique pas. On voit bien que pour tel virus, c'est la flore de l'hôte qui va l'exposer à la maladie ou le protéger. Une flore équilibrée, riche, va diminuer l'action néfaste des virus pathogènes en entretenant une parfaite immunocompétence. Un virus pathogène, lorsqu'il a l'occasion de s'exprimer, peut affecter à lui seul le système immunitaire, c'est clair. Il ne faut donc pas s'étonner que le cumul de plusieurs virus pathogènes augmente nettement la probabilité de rencontrer des problèmes de santé. Le cumul EBV positif et CMV positif, ça, on n'aime pas, c'est très clair. Ce sont les deux plus grands méchants de la famille des herpesvirus qui peuvent induire une forte immunosuppression. On comprend bien qu'une flore pauvre, inflammatoire, qui induit parfois une perméabilité intestinale et donc qui mobilise à elle seule les acteurs immunitaires de manière exagérée, se révèle être très problématique si l'on veut garder le contrôle d'EBV et de CMV. Le système immunitaire d'Homo sapiens est très performant, mais tout de même, il y a des limites à ne pas dépasser. EBV positif et HPV positif, HPV je rappelle papillomavirus, on n'aime pas non plus, car EBV, virus oncogène, confère à HPV un fort potentiel oncogène qu'il n'a pas sans lui. HPV n'est pas un virus puissant, l'immunité d'Homo sapiens en vient très facilement à bout. Cependant, lorsque l'immunité est affectée par une flore pauvre et des herpesvirus puissants comme EBV ou CMV, eh bien, HPV arrive alors à exprimer une capacité oncogène parfois très forte. L'association EBV-HPV peut donc s'avérer dramatique. Les études démontrent parfaitement les processus d'interaction entre le génome de certains virus, notamment EBV ou HPV, pour notre exemple, avec le génome de l'hôte. Pour passer inaperçu aux yeux de notre immunité, les herpesvirus s'intègrent à notre génome. Et ce n'est jamais au hasard. Ils ciblent chacun des protéines cellulaires, humaines donc, de prédilection comme vecteurs d'intégration. Par exemple, HHV6, le virus de la roséole, cible la protéine TRF2 pour s'intégrer et se cacher directement dans nos chromosomes, dans les télomères plus précisément. La protéine TRF2 est chargée de protéger les télomères sains en les différenciant des télomères endommagés, nécessitant une réparation ou un processus d'autophagie. Autophagie est, je le rappelle, le processus de nettoyage des éléments indésirables. Pourquoi HHV6 choisit-il de s'intégrer à nos télomères? Eh bien parce que le virus possède de nombreuses répétitions de séquences de nucléotides identiques à celles de nos télomères. La protéine TRF2 va reconnaître ces séquences d'ADN identiques et les protéger également de l'autophagie. Pas bête la petite bête. Elle exploite par le camouflage un système de protection génétique de nos propres cellules pour s'éviter des problèmes immunitaires. Je compare souvent l'action des herpesvirus aux scènes du film Mission Impossible. HHV6, c'est Tom Cruise qui revêt le masque parfait pour se faire passer pour un individu connu et ami, et ainsi s'éviter le service d'ordre ennemi. Nous verrons dans la seconde partie qu'HSV1 a d'autres talents et égale les prouesses des meilleurs films de science-fiction. Toutefois, une protéine d'intégration propre au virus HHV6, la protéine IE1, peut
être détecté par le système immunitaire une fois le virus intégré au génome de l'hôte et induire une réaction violente, destructrice des tissus. Ce phénomène très problématique est corrélé à la pré-éclampsie et aux avortements spontanés. HHV6 donc peut créer de sérieux problèmes. Lorsque HHV6 installé en phase de latence vient à se réactiver pour diverses raisons, un fort stress par exemple, une inflammation chronique corrélée à une dysbiose, une immunosuppression induite par d'autres virus comme EBV ou CMV, cela peut mener à accentuer l'immunosuppression bien sûr, peut mener à des raches cutanées, à une encéphalite, à une hépatite ou au syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse par exemple. C'est tout le problème avec les herpesvirus. Ils s'intègrent à notre génome pour se cacher, produisent des protéines extrêmement délétères et se réactivent dès qu'ils en ont l'occasion. Les herpesvirus produisent des protéines d'insertion, mais également des protéines de réactivation. HHV6 est corrélé à la maladie d'Alzheimer et autres démences associées à la flore Prevotella, à la bactérie buccale Porphyromonas et à une forte présence de céramides inflammatoires. Les céramides sont des graisses à très longue chaîne de carbone pouvant être facilement produites en masse par la fermentation des sucres dans le tube digestif par les bactéries d'une flore pauvre. Dans les maladies neurodégénératives, il y a toujours des dépôts problématiques de céramides. Vous trouverez tous les détails concernant ces graisses problématiques trop peu connues dans mon dernier livre. HHV6, c'est aussi le SAMA, syndrome d'activation mastocytaire, et l'urticaire, ou également le lymphome de Hodgkin, la myocardite et les maladies cardiovasculaires. HHV6 est très loin d'être uniquement la simple roséole du nourrisson ou de l'enfant en bas âge. Ce virus peut potentiellement être problématique toute la vie. Revenons à notre couple EBV-HPV. Une fois qu'ils sont entrés dans la cellule, tout comme HHV6 que nous venons de voir, ils s'intègrent au génome de manière spécifique par le biais de protéines virales particulières qui interagissent avec des protéines cellulaires cibles et créent ainsi des mutations de gènes capables de déclencher des maladies correspondantes aux gènes mutés pour lesquels l'hôte est génétiquement prédisposé. Ce qui veut dire concrètement que telle protéine virale ciblant telle protéine cellulaire de l'hôte affectera tel gène de régulation et pourra induire tel cancer. Je vous donne 4 exemples très concret et parfaitement démontré par la science. Ne vous formalisez pas avec les dénominations barbares, mais suivez le raisonnement, car il faut en passer par là pour comprendre les risques induits par les virus pathogènes. La protéine EBNA-LP de EBV, Epstein-Barr, cible la protéine cellulaire RB1 qui active l'expression du gène MYC pouvant induire le lymphome de Burkitt. C'est une forme de leucémie avec une tumeur à évolution rapide au niveau de la mâchoire ou des os des visages dans les versions endémiques africaines. La protéine EBNA2 de EBV cible la protéine cellulaire RBPJ qui active l'expression du gène BCL3 pouvant induire un autre lymphome. La protéine E6 de HPV, papillomavirus, cible la protéine cellulaire MYC qui active l'expression du gène ERBB2 pouvant induire le cancer de l'ovaire. La protéine E7 de HPV cible la protéine cellulaire JUN qui active le gène CD82 pouvant induire le cancer de la prostate. Ces exemples précis sont illustrés au chapitre 5 de mon livre, ce qui facilite la compréhension. Ce que nous révèlent les études, c'est que nos cellules, avec leur propre interaction génétique, peuvent être perturbées par un environnement viral au point d'induire l'apparition d'un cancer. Chaque virus peut cibler plusieurs protéines qui peuvent stimuler plusieurs gènes de l'hôte et augmenter le risque de plusieurs cancers. Chaque virus crée ainsi un réseau extrêmement complexe de risques de maladies, dont de nombreux cancers. Le cancer du nasopharynx, du larynx, des poumons, du sein, de la prostate, de l'ovaire, du côlon, de la vessie, de l'utérus, du foie, de la tête et du cou, du système lymphatique, de l'estomac, des glandes salivaires, de l'intestin, de l'épiderme, etc. Tout cela est très bien documenté, publié, admis. Et chaque réseau complexe de maladies susceptibles de se développer
corrélés à l'environnement particulier induit par un virus se superposent au réseau complexe induit par un autre virus, ce qui augmente plus encore le risque d'apparition de maladies possibles communes. Par exemple, et de manière concrète, il est déterminé que EBV et HPV affectent l'expression génétique de gènes différents par le biais de protéines cibles différentes et augmentent chacun de leur côté le risque du cancer du sein. La superposition des deux environnements accroît donc dramatiquement le risque de contracter la maladie. Nous reviendrons à EBV dans la seconde partie de ce sujet. Parlons un peu de CMV, cytomégalovirus. CMV, c'est le champion de l'immunosuppression. Lorsque les personnes vieillissent et que leur immunité baisse, la médecine parle d'immunosénescence. Mais en réalité, ce n'est pas une immunosénescence, c'est une immunosuppression corrélée au virus et surtout à CMV. On peut très bien vieillir sans immunosénescence, mais c'est impossible avec un CMV latent hors de contrôle. Et comme la médecine générale n'entend rien au virus latent, elle va parler d'immunosénescence comme une fatalité liée à l'âge sans même penser à regarder du côté des herpès virus. Une étude de 2024 publiée dans Nature conclut, après analyse de 136 variables responsables d'une diminution de l'espérance de vie, que l'incontestable trio de tête est le tabagisme, l'indice de masse corporelle élevé et l'infection latente de CMV. C'est énorme. Tout le monde se préoccupe du tabagisme et de l'obésité, mais personne ne se préoccupe de l'infection latente de CMV. Un CMV positif en réplication en raison d'un mauvais contrôle immunitaire, on perd de l'espérance de vie, excusez du peu. Vous fumez, vous êtes en fort surpoids et vous avez un CMV latent non contrôlé, là, vous cumulez les trois plus puissants facteurs de diminution d'espérance de vie. La causalité de CMV dans le glioblastome, cancer du cerveau, est démontrée. Ça aussi, c'est une publication de 2024. La corrélation entre CMV et la schizophrénie est également démontrée. CMV, c'est aussi les maladies inflammatoires de l'intestin. CMV dans le côlon, ça fait des dégâts associés à des bactéries buccales comme Fusobacterium nucleatum. Lorsque cette bactérie arrive dans le côlon, c'est un risque énorme de cancer du côlon avec prolifération de métastases. C'est publié également. Vous contrôlez CMV, vous éradiquez Fusobacterium de la bouche, vous réduisez très considérablement le risque du cancer du côlon. Fusobacterium, c'est au moins 60% des cancers du côlon. C'est énorme. Regardons la bouche. CMV, c'est la maladie parodontale, EBV aussi d'ailleurs, associée à une mauvaise flore buccale qui lui permet une tranquille prolifération. Un CMV négatif, on est content. Un CMV positif, on regarde le taux d'anticorps anti-CMV. La science établit une stratification. Des IgG inférieurs à 100, c'est rassurant. Des IgG entre 100 et 300, ce n'est pas très bon, il faut œuvrer à les faire baisser avec une stratégie antivirale. Des IgG supérieurs à 300, eh bien, on s'inquiète. Un individu de plus de 50 ans avec une maladie parodontale et des IgG anti-CMV élevés, il faut penser à une coloscopie. Ouvrons une parenthèse. La bouche est la porte d'entrée des virus vers le tube digestif, les poumons, puis l'organisme entier. Tout le monde l'a bien compris avec la crise Covid et le virus SARS-CoV-2. La salive est pour les virus un excellent vecteur de contamination. La muqueuse buccale est donc notre premier rempart physique contre l'invasion virale. Elle se doit d'être parfaitement opérationnelle. Rappelons que derrière la muqueuse, très profondément ancrée, se trouve le nerf et que le cerveau n'est pas très loin. Les cellules épithéliales des muqueuses de la cavité buccale sont dotées de récepteurs spécifiques, notamment des toll-like récepteurs, qui reconnaissent certaines signatures moléculaires portées par les agents pathogènes comme les virus, appelés PAMPs, P-A-M-P-S. La stimulation des toll-like récepteurs par les PAMPs va activer plusieurs voies métaboliques vouées à la défense immunitaire innée, dont la voie des facteurs régulateurs de l'interféron, les IRF, dans le but de produire directement de l'interféron, car l'interféron est la molécule antivirale ultime. L'interféron produit par les cellules épithéliales, en plus de s'attaquer directement au virus, va conduire à la transcription de certains gènes stimulés par l'interféron, les ISGS,
Ces gènes vont alors produire différentes protéines qui vont inhiber tous les aspects du cycle de la vie du virus et augmenter la capacité des acteurs immunitaires à tuer les virus et les cellules infectées, notamment les lymphocytes natural killers, eux-mêmes fortement producteurs d'interférons. Vous l'avez compris, l'interféron est l'arme ultime pour tuer les virus infectieux. Il faut donc être en état de produire en masse de l'interféron, aussi bien par l'immunité innée avec les natural killers que par l'immunité acquise avec les lymphocytes T. Je referme la parenthèse et reviens à CMV ou EBV, toujours impliqué dans les sales coups, et bien sûr dans la maladie parodontale. Je vous ai parlé de Fusobacterium, une bactérie d'origine buccale qui, lorsqu'elle a l'occasion de migrer, ne s'en prive pas et va s'installer dans différents organes, notamment le côlon, et y induire un environnement inflammatoire propice à la prolifération des métastases. Cette bactérie est très souvent associée à Porphyromonas gingivalis, une bactérie fortement équipée en enzymes destructrices. Porphyromonas gingivalis, c'est la bactérie de la carie dentaire. Porphyromonas gingivalis entre également dans la causalité de la maladie parodontale, et comme si ce n'était pas suffisant, cette bactérie a pour effet de supprimer complètement la production d'interférons par les cellules épithéliales de notre malheureuse muqueuse buccale. Pas d'interféron, donc pas de lutte antivirale directe, ni de stimulation des ISGS, déclencheurs des processus suivants voués à la lutte antivirale. CMV ou EBV peut agir en toute impunité, HPV également. Si EBV est très impliqué dans le cancer de la gorge, HPV l'est également. Si HPV arrive sur un terrain déjà occupé par EBV, alors là, c'est le risque de cancer qui augmente considérablement. Lorsque je vous disais en introduction que les gangsters pouvaient s'exprimer grâce aux bactéries complices, c'est une réalité physiologique. Nous devons nous battre contre les virus pathogènes et leurs complices. On se brosse les dents toute la vie, ok, mais ce n'est pas suffisant. On se nettoie la bouche toute la vie également. Des bactéries anaérobies dévoreuses de tissus, Porphyromonas, des Ulfovibrio, Propionibacterium acnes, et des anaérobies opportunes comme Fusobacterium, et pas avec des antiseptiques s'il vous plaît, car là vous allez tuer toute la flore, y compris la flore protectrice. Donc on utilise de l'eau oxygénée diluée en suivant le protocole expliqué au chapitre 6 de mon dernier livre, Santé métabolique, immunité, microbiote. Je ne peux pas allonger outre mesure ce podcast. Une chose importante qu'il faut toutefois connaître, une bonne flore buccale est capitale pour la production d'un gaz très important à partir des nitrates issus de l'alimentation. J'entends l'oxyde nitrique. Grâce à la flore buccale, les nitrates apportés par la salive sont convertis en nitrites et plus loin, dans le milieu acide de l'estomac, les nitrites sont convertis en oxyde nitrique. Ce précieux gaz gastrique et ORL est un très puissant antiviral. Il permet d'éradiquer les virus avant même qu'ils ne viennent en contact avec la muqueuse, ou du moins aura-t-il réduit grandement une charge virale importante, permettant à la muqueuse et au système immunitaire de ne pas être dépassés par une attaque trop massive. La flore buccale est une flore primordiale. De nombreuses études font la corrélation des bactéries anaérobies d'une mauvaise flore buccale avec la maladie d'Alzheimer, le cancer de l'œsophage ou l'arthrite rhumatoïde et autres maladies auto-immunes. J'explique tout ça en détail dans mon dernier livre. Voici pour la première partie de ce sujet brûlant. Je vous laisse le temps de digérer les informations. Je vous donne rendez-vous pour la seconde partie. Nous verrons entre autres comment EBV s'attaque directement aux gènes mitochondriaux des lymphocytes chargés de le détruire. Nous verrons comment HSV1, un herpesvirus très fortement corrélé à la maladie d'Alzheimer, trompe l'immunité pour voyager de l'intestin au cerveau sans encombre. Très malin celui-ci également. Et que le bouton de fièvre est donc très loin d'être uniquement douloureux et disgracieux. Et nous verrons comment conserver ou reprendre le contrôle du pilier viral de la santé. Car combattre les virus neurotropes est le seul moyen de vivre en paix. Je vous dis à très vite.